faire un tour de table, expliquer qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Bonjour, je suis vice-président du développement pour le groupe Accor et je couvre la région Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Je suis Daniel Karbovnik et je suis le vice-président opération pour l'Afrique subsaharienne, Premium, Midscale et Co-Brands de Accor. Allô, bonjour. Non, je ne travaille pas pour Accor. Je m'appelle Erwan Garnier, je suis en charge du développement de Radisson pour l'Afrique. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Dami Adipoju. Je suis la directrice senior de développement pour Afrique de l'Ouest à Marriott International. Merci. Merci à tous. Pour mettre un peu un contexte et comprendre les dynamiques du marché, je vais me tourner vers toi, Reda, pour savoir quelles sont les raisons qui expliquent la prédominance du segment affaires en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est une question assez pertinente. C'est une question assez pertinente. En fait, ce qui explique la prédominance du tourisme d'affaires en Afrique, c'est le fait qu'aujourd'hui, les capitales africaines sont assez dynamiques, ont créé un tissu économique qui fait que nous, hôteliers, on a répondu à une demande. Et par opposition, pour développer le tourisme de loisirs, le tourisme de loisirs n'est pas captif. Et c'est la grande différence avec le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires est captif. Aujourd'hui, le touriste d'affaires qui vient à Abidjan, il ne vient pas pour loger dans un hôtel et vivre une expérience client particulière, il vient parce qu'il a un rendez-vous d'affaires à Abidjan. Et donc, l'histoire est complètement différente. Et pour développer du tourisme de loisirs, il faut qu'au départ, les États aient une vraie volonté et une vraie stratégie tourisme pour développer des infrastructures qui permettent de pouvoir créer des infrastructures de réception, c'est-à-dire des resorts, des infrastructures de communication, une expérience client à l'aéroport, des facilités au niveau des visas. Et ce qui nous amène à un point très important, c'est que lorsque vous voulez lancer une destination loisir, on est un peu dans une démarche d'aménagement du territoire. Et c'est souvent la mission des États, et c'est souvent une mission de développement de territoire. Et on ne peut pas demander au privé d'essuyer les plâtres à créer une destination dans un lieu qui n'est pas accessible, où l'investisseur va se retrouver in fine à atteindre son point mort au bout de 20 ans. Ce qu'il faut aussi intégrer, c'est que dans le privé, les investisseurs sont... Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'investisseurs dans la salle, ils vont me détester, mais ce sont des animaux à sang-froid qui jugent l'opportunité par rapport à un retour sur investissement. Et donc tous ces éléments font que, aujourd'hui, à court terme, dans les slides que vous avez présentés tout à l'heure, on est sur une part du loisir qui est entre 5 et 15%. Alors que lorsqu'on regarde aujourd'hui des pays qui ont eu une réelle stratégie tourisme et qui ont développé ça depuis les 20 dernières années, quand on voit l'Égypte ou le Maroc, la différence de chiffres est assez flagrante. Merci beaucoup, effectivement, c'est très intéressant. Maintenant, si on regarde un petit peu sur les clientèles locales et internationales, Dami, est-ce que tu peux nous expliquer comment elles influencent les stratégies des opérateurs hôteliers en Afrique de l'Ouest ? Oui, merci. D'abord, excuse-moi pour mon français, c'est pas très fort, mais j'essaie avec l'aide de mon notes. Si je passe en anglais, my apologies in advance. Comme nous l'avons vu dans les études des marchés précédemment, la majorité des clients hôteliers dans l'Afrique de l'Ouest sont des voyageurs d'affaires. Et nos stratégies d'entrée sur les marchés doivent donc s'adresser à ces marchés à premier lieu et puis d'autres marchés complémentaires. En termes de les attentes, ils sont le niveau des qualités, la gamme des hôtels facilités proposés, les considérations culturelles et l'intégration des technologies. En termes de qualité de service, par exemple, je pense que les clients locaux et internationaux ont aujourd'hui la même chose en général. Ils veulent Hello? Ils veulent un niveau élevé de personnalisation
un personnel multilingue, une attention to detail, un personnel bien formé. Peut-être les clients locaux aussi peuvent souhaiter un service qui comprend les nuances culturelles et qui soit accommodant. En termes de facilité, cela dépend vraiment des positionnements de l'hôtel. Les hôtels de mid-scale, upper mid-scale ou upscale, par exemple, offrent des facilités de base de niveau standard international, de chambres propres et fonctionnelles, les Wi-Fi, un bon restaurant, bonne gestion avec une marque bien connue et un Customer Loyalty Program qui est très attractif. Dans d'autres régions, un hôtel de cette catégorie mid-scale, upper mid-scale, n'aurait pas besoin d'un grand espace de réunion. Mais dans notre région, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est indispensable pour événements sociaux, réunions, conférences et tout ça. Je pense que les clients locaux veulent que d'autres facilités dont ils peuvent profiter s'ils ne se jouent pas de l'hôtel, comme une piscine, gym, sports club, specialty restaurants, spa, etc. En tout cas, nous devons, comme des hôtels opérateurs, nous devons être flexibles, même si tout en conservant nos éléments non négociables en termes de différenciation des marques. Merci. Merci. Maintenant, si on regarde un petit peu les stratégies de développement, Erwan, je me tourne vers toi. Chez Radisson, quelles sont les stratégies que vous mettez en place spécifiquement pour intégrer autant le tourisme de loisirs que d'affaires? Bonne question. Comme c'était mentionné précédemment par Reda, en Afrique, on sait que la majorité de la demande est de la demande d'affaires, ce qui n'empêche que on a réalisé avec le temps que la clientèle d'affaires pouvait aussi se transformer en clientèle loisir et donc de créer un segment qui est communément appelé aujourd'hui le leisure. On l'a expérimenté il y a quelques années avec le succès du Radisson Blu Dakar, qui est en fait un produit qui s'adressait aussi bien à les clientèles loisirs durant la semaine, et durant cette période morte qui est le week-end pour un hôtel business, on a justement créé un produit qui pouvait attirer la clientèle loisir pleinement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une localisation qui s'y prête. Dans ce cas-là, c'était véritablement en bord de mer, avec une piscine, je dirais, à débordement, donc véritablement une expérience loisir. Mais au-delà de ça, utiliser le centre de conférence, pas simplement pour attirer des événements business, mais aussi être un centre de conférence qui attire pour des mariages, pour des anniversaires. Donc, véritablement, créer une forme, je dirais, d'hybride, permettre d'avoir le même espace pour ces deux clientèles. Et donc, pouvoir attirer le meilleur de chaque clientèle, ce qui permet d'augmenter bien évidemment le taux d'occupation, le prix moyen, et on rentre dans une dynamique financière. Aujourd'hui, on appelle ça le Traily Lifestyle. On a créé une marque autour de ça qui s'appelle Radisson Red, qui est en fort développement. Et c'est en développement pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet aujourd'hui, cette hôtellerie lifestyle, d'optimiser le coût d'investissement avec un premium, puisque automatiquement, lorsque vous attirez cette double clientèle, vous avez une meilleure rentabilité. Et si vous avez une meilleure rentabilité, ça permet d'avoir un unique selling point. Donc ça permet en fait de se différencier de manière très forte auprès de sa concurrence. Et de ça, bien évidemment, vous facturez un premium, vous avez une meilleure rentabilité, et ça rentre dans un cycle, je dirais, d'avantages financiers. Merci beaucoup. Dami, comment est-ce que les groupes hôteliers, donc comment est-ce que Marriott conçoit des hôtels multifonctionnels qui répondent à la fois aux besoins des voyageurs d'affaires et des touristes de loisirs? Oui, c'est le design des espaces multifonctionnels qui peut répondre aux besoins des voyageurs d'affaires et des voyageurs de loisirs. Et il existe de nombreuses façons.
Comme mixed-use développement, par exemple, nous voyons cette opportunité dans les villes principales. Oui, comme mixed-use développement, par exemple, nous voyons cette opportunité dans les villes principales. Les développements qui peuvent inclure l'hôtel, commerce, sportif, espaces pour divertissement comme cinéma, games arcade, F&B, résidentiel aussi, et aussi espace pour bureau, oui, pour les business facilities. Cela permet à l'investisseur de diversifier des sources de revenus, mais aussi de l'hôtel d'attirer différents segments de la demande. Nous voyons également des opportunités pour hôtel développement dans les marchés secondaires ou bien dans les banlieues, dans la location des banlieues, qui ont plus d'espace et peuvent inclure les deux business et leisure facilities en même temps. Ces types de développement peuvent donc attirer les meilleures demandes pendant la semaine, mais aussi dans le week-end, les guest staycations, aussi pendant le jour férié ou les périodes des fêtes. Les locations comme Sali, Assini sont les exemples parfaits de ça. Je pense que it's very important for hotels to be able to develop programming that allows them cater to business guests during the week, but also, have all kinds of facilities to cater to weekend guests, to cater to the local markets that they're in, so that they can also come in during the weekend, but also enjoy the facilities of the hotel, even if they're not staying at the hotel. Alors, Dami disait que c'était également très important dans le développement de l'hôtel de prévoir des accommodations qui étaient autant destinées aux loisirs qu'au business. Maintenant, si on regarde ce sujet d'un point de vue un peu plus opérationnel, je vais me tourner vers Daniel, qui a l'expérience des opérations. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales difficultés rencontrées par les opérateurs hôteliers pour gérer les infrastructures avec des zones à la fois affaires et loisirs? Comment est-ce que vous faites pour surmonter ces obstacles? En fait, ça rejoint ce que disaient mes collègues tout à l'heure. D'abord, tout vient déjà de la volonté du pays de faire un tourisme d'affaires ou un tourisme de loisirs ou un mix de tourisme. La première chose, c'est cela. Parce que vous attirez plus facilement, par exemple, des touristes au Sénégal où vous pouvez rentrer sans visa qu'en Côte d'Ivoire où vous avez un visa, par exemple. C'est juste un exemple. Ensuite, de la manière de structurer les hôtels, la complication vient que très souvent, on a plutôt, lorsqu'on part sur un hôtel en Afrique, on a plutôt envie de faire des hôtels avec des salles de réunion, avec différents points de restauration, parce que c'est quand même une clientèle qui est plus axée sur le business. Aujourd'hui, on voit que ça a commencé dans les hôtels de luxe, les hôtels premium, ça commence maintenant dans les hôtels mid-scale, qu'on prévoit dès le départ des espaces qui sont plus dédiés aux loisirs, comme tu disais, avec ce trait de bleisure un petit peu qui est aujourd'hui très à la mode. Tout le monde fait du lifestyle aujourd'hui. Hein. Le lifestyle, c'est devenu... tout le monde fait du lifestyle. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent retrouver dans un hôtel à la fois des facilités business, donc des basiques, Wi-Fi, salle de réunion, etc., et puis des facilités loisirs. Et donc prévoir dès le départ au moins une piscine si on est dans un endroit ensoleillé, ce qui est un basique, un spa, si éventuellement on peut avoir un sport, ça peut être un cours de tennis ou 2 cours de tennis extérieur, un cours de squash, un cours etc. Ça va permettre à certains clients qui, même des businessmen ou des businesswomen qui ont l'habitude de passer la semaine, de leur donner l'idée éventuellement, puisque souvent c'est des repeat guests, hein, c'est des gens qui reviennent assez régulièrement dans l'hôtel, et bien ça veut dire, tiens, la prochaine fois peut-être je ferai venir mon épouse ou mon ami ou mon époux pour passer peut-être le week-end ici et découvrir un peu plus l'endroit. Et pour cela, ce sera peut-être une autre question, et pour ça, il faut leur donner les idées de ce qu'il y a à voir dans le pays. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez faire du loisir, il faut que dans vos hôtels, le staff, mais également tout ce qui est en visibilité, permet de voir ce qu'il y a à découvrir également dans le pays, et qui vient aussi du loisir et du tourisme, qui peut être un tourisme culturel ou un tourisme de découverte ou un tourisme artistique, etc.
Très bien, merci. Est-ce que maintenant tu peux nous donner des exemples de réussite parmi les hôtels Accor qui arrivent à combiner ces deux segments? Oui, sur l'Afrique, on a, si je prends le Sénégal, on parlait tout à l'heure de Sali. Sali, c'est l'exemple même de la destination. On a repris un hôtel là-bas qui s'appelait le Lamentin il n'y a pas longtemps, qui est en train d'être transformé en Movenpick, en rénovation. Et là, vous avez la semaine, typiquement, vous avez des personnes qui arrivent de l'étranger, d'Europe, pour passer des vacances, mais vous avez également une clientèle locale qui vient faire du séminaire ou du maïs ou des choses comme ça. Et le week-end, vous avez soit cette clientèle qui reste en loisir, soit une clientèle locale qui vient passer le week-end pour faire du loisir. Ça, c'est un exemple. Le Pullman Dakar, pourtant, qui est en pleine ville, c'est un peu le même exemple. On a réussi à avoir un Pullman qui est Dakar où on donne l'idée aux gens de profiter de leur moment libre pour aller découvrir. Donc on avait créé des petits guides de découverte de la ville avec différents types de circuits, un circuit plus découverte artistique, un circuit découverte architecturale, un circuit découverte endroits insolites, etc. Et on voyait que ça marchait très bien, et on avait notamment parmi les repeat guests des gens qui, la semaine où ils revenaient, ils disaient bah, tiens, cette semaine je reste le week-end parce que je vais en profiter pour découvrir. Donc ça peut arriver. Ici à Abidjan, c'est un petit peu plus compliqué parce que pour découvrir ou pour faire du tourisme à Abidjan, il faut s'éloigner automatiquement de la ville, mais on a des hôtels qui aujourd'hui répondent parfaitement à cette demande. On vient d'ouvrir 2 hôtels, Novotel et Adagio à Marcory. Il y a une magnifique piscine, il y a une très très belle salle de fitness, et donc automatiquement les gens sont enclins à passer un peu de temps à faire du loisir et à faire du business. Donc c'est une question de programmation dans le programme de l'hôtel. C'est une question aussi de volonté, comme on disait tout à l'heure, des États de pousser une destination à faire pas uniquement du tourisme d'affaires, mais également du tourisme de loisirs. C'est une parfaite transition pour me tourner vers Reda et lui demander en quoi, pour toi, les régulations locales impactent-elles l'efficience des opérations hôtelières, particulièrement dans le cadre de l'intégration du segment loisirs. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la différence entre le loisir et l'affaire, on vient pas forcément pour l'expérience client, on vient surtout pour assouvir le besoin d'avoir une réunion et de répondre à un besoin économique. Alors après, bien sûr, on va chercher une expérience client et c'est ce qui fait la différence d'un hôtel à un autre, alors que dans l'approche du tourisme de loisirs, on vient chercher une expérience, une réelle expérience. Et cette expérience-là, elle nous met de facto en concurrence avec d'autres destinations. Et donc toutes les régulations, tous les coûts, toutes les législations, toutes les barrières, tous les a priori, comme j'entendais ce matin sur des panels en disant l'Afrique, on a souvent une image d'instabilité politique sécuritaire. Et donc tous ces éléments-là, moi je les compare en fait à une chaîne où sa force réside dans son maillon le plus faible. Et lorsque vous dites à un touriste, vous devez aller faire un visa, vous devez payer votre billet d'avion plus cher qu'un vol pour aller à Bali, de Paris. Qu'une fois que vous avez atterri à des heures pas possibles, vous devez faire 2 heures de transfert sur une route qui n'est pas forcément praticable et qui est bouchée. Il faut vraiment avoir envie de venir. Et lorsque, à côté, on vous dit, vous passez une semaine à Bali avec un écosystème, une offre de loisirs qui est 100 fois plus riche et moins cher, vous posez la question. Et c'est une vraie frustration pour moi qui voyage énormément et qui découvre beaucoup de pays, c'est qu'en Afrique, on a un potentiel naturel de loisirs et de tourisme qui est sans aucune comparaison possible avec les destinations asiatiques. Mais malheureusement, ça ne pourra passer que par un programme d'aménagement du territoire où on va aider les investisseurs à se retrouver dans un écosystème où ils peuvent rentabiliser leur investissement. Puisque eux, de toutes les façons, qu'ils investissent à Assini ou à Bali, pour eux, c'est la même chose. Ils le font pas par émotion, pas par attachement à la destination, ils le font par souci de rentabilité. Et c'est ça qui changera la donne. Et on le voit aujourd'hui avec de plus en plus de politiques de développement touristique, avec des Sublime Côte d'Ivoire, Bénin Révélé, par exemple, pour ne citer que cela. On commence à voir les fruits et ça ne pourra bouger que à travers l'impulsion étatique, puisque le privé ne fera que suivre. Merci beaucoup. Effectivement, je partage l'opinion sur le fait que c'est beaucoup plus facile d'aller aujourd'hui en Asie que de venir en Afrique, malheureusement.
Maintenant, si on prend quelques minutes pour faire un tour de table, pour que vous partagiez un petit peu vos projets sur le long terme, vos visions stratégiques, quelles sont les nouveautés, quels sont les hôtels à venir en Afrique de l'Ouest. Alors, l'Afrique est et restera toujours au cœur de notre stratégie. Aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène de mode pour nous, puisqu'on est implanté depuis plus d'une 40 années en Afrique. Donc, c'est vraiment un continent sur lequel on a un focus assez important. Je pense que la profondeur de notre pipeline en dit long, puisqu'on a plus de 70 hôtels qui sont en cours de développement sur l'Afrique. Notre stratégie, c'est d'accélérer le développement, de diversifier notre développement, puisqu'on a la chance d'avoir un portefeuille qui est assez diversifié avec plus d'une quarantaine de marques. Et cette diversification, elle va aussi pour répondre à un besoin du marché, avec ce que disait Daniel, des hôtels aujourd'hui qui ont des positionnements lifestyle, ou alors des hôtels dans lesquels on implémente des composantes lifestyle, des solutions pour équilibrer le risque de développement des investisseurs avec le développement de solutions de résidence brandée. On a démarré au Maroc avec 3 projets, le Fairmont de Tarazout, le Fairmont de Marrakech, le Fairmont de Rabat. Juste pour vous donner une idée, j'étais lundi matin avec les propriétaires du Fairmont, qui sont Beachcomber. On analysait le premium value de l'impact des résidences brandées. Ce qu'on appelle le premium value, c'est-à-dire que cette ville-là, si vous la vendez sur le marché, elle vaut 100. Si vous la brandez, qu'est-ce que ça va générer? Généralement, le premium value est entre 20 et 30%. Sur Marrakech, la marque Fairmont a réussi à driver 95%. C'est-à-dire qu'on a quasiment vendu 2 fois plus cher grâce à la marque. Et donc, c'est tout bénéfice pour notre propriétaire. On va aussi accélérer une demande qui est assez importante, c'est tout ce qui est extended stay, les appart-hôtels. On a démarré avec un Adagio à Casablanca, le deuxième à Marcory, et ça répond parfaitement à la demande en fait, de l'émergence d'une classe moyenne africaine qui s'identifie parfaitement dans les appart-hôtels, puisqu'ils ont la liberté, le loisir de pouvoir cuisiner dans leur kitchenette. Et ça correspond bien aussi à la taille de nos familles, parce que contrairement à nos amis européens, on a des familles qui sont un peu plus généreuses, et donc l'appart-hôtel répond plus facilement que l'hôtel où on a besoin de prendre 2 chambres quand on veut venir avec nos enfants, le lifestyle bien entendu. Le segment économique aussi, on va continuer avec Ibis, qui correspond parfaitement à la demande de mid-market. Et accélérer aussi le loisir dont on parlait. On a démarré avec le Movenpick à Sali, on a le Movenpick à Signy, on regarde beaucoup aujourd'hui au Cap-Vert, qui est une destination loisir qui se développe énormément. J'étais il y a quelques mois à Madagascar aussi, des sites comme Nosibé. L'avenir est un boulevard, c'est un vrai Eldorado. C'est pas facile, mais il faut aimer l'Afrique et qu'on œuvre tous à dépasser toutes les barrières naturelles et les freins qu'on peut avoir. Bon, je vais un peu répéter la même chose, on est dans le même groupe. Hein, donc. Non, mais bon, les récentes ouvertures, on a donc, comme je vous disais, le Movenpick et l'Adagio à Marcory, et qui a ouvert l'Adagio en août et pas le Movenpick, pardon, l'Adagio et le Novotel, pardon. On a ouvert l'Adagio en août et le Novotel en novembre, et on est très heureux du lancement, ça se passe vraiment très très bien. On a un projet à Signy, comme disait Reda, une reprise pour l'instant d'un hôtel en marque blanche puisqu'on y construit un Movenpick, enfin, les propriétaires y construisent un Movenpick. On a une ouverture à Kigali, Rwanda, d'un Movenpick également, qui devrait se faire à peu près au mois de juin. On a également en juin des ouvertures sur la République du Congo, avec un nouveau hôtel Kolwezi. On vient d'ouvrir un nouveau hôtel à Lubumbashi également. Et donc... Et on a un Ibis Style aussi à ouvrir à Kinshasa. Donc ça fait pas mal de choses, pas mal de projets. Et on regarde un peu partout. Évidemment, on a ouvert dans l'année dernière un Pullman à Nairobi avec un Mercure, un Movenpick en Namibie, un Pullman à Cape Town. Donc beaucoup de développement, beaucoup d'hôtels et un Sofitel au Bénin, exactement, oui, qui a ouvert il y a quelques temps, absolument. Oui. Donc voilà, donc on est présent, comme disait Reda, pour nous l'Afrique, c'est pas, on découvre pas l'Afrique aujourd'hui, on y est depuis longtemps et on y restera longtemps. Mais comme disait mon ami, c'est un continent où c'est pas facile, donc il faut aimer, il faut avoir ce qu'on appelle la résilience et pour
pour développer et pour, je parle de ça pour Reda, et ensuite pour opérer. Et voilà. Vous pouvez répéter la question ? Radisson est arrivé assez tard en Afrique, plus tard que nos collègues d'Accor. On est arrivé 20 ans après. On essaye de keep up et justement d'avoir une stratégie d'accélération. Aujourd'hui, on a une stratégie assez différente parce que là, nos Accor ou Marriott ont 40 ou 50 marques. On en a 10. Et on est positionné sur le segment haut de gamme. Donc on commence par du 3+, et on s'arrête au 5+. Donc on ne touche pas à l'hôtellerie économique ou 2 étoiles. Notre stratégie, elle est aujourd'hui, on a 100 hôtels, on veut atteindre 150 hôtels dans les 5 prochaines années, donc augmenter de 50% notre présence, avec un gros focus sur les ouvertures. En fait, on a pris conscience dans les 10 dernières années qu'il y avait une énorme érosion des projets, principalement liée au financement et à la dynamique économique de chaque pays, puisqu'on a quand même 54 pays sur le continent. À chaque fois, c'est un réseau et une dynamique différente. Et on a été obligé d'adapter ça, vu cette érosion qui était énorme. Et donc, on a créé une due diligence qui nous permet d'être beaucoup plus sélectif sur nos projets. Et ça s'est avéré avec le temps positif, puisque dans les 3 dernières années, on a réalisé 20 ouvertures. 20 ouvertures en 3 ans, c'est notre record des 20 dernières années. Donc, nous, je dirais, notre motto, c'est pas les signatures. Les signatures ont peu de vérité. On voit beaucoup dans les rapports des signatures dans tous les sens. Il y a 20 signatures qui vont arriver, mais on sait que 50% minimum de tout ça n'arrivera jamais. Pour des raisons de terrain, pour des raisons de changement de stratégie du propriétaire, pour des raisons de financement et autres. Donc c'est les ouvertures qui sont importantes parce que c'est ce qui permet de générer du revenu pour le propriétaire et c'est ce qui permet de générer du revenu pour l'opérateur. Et bien évidemment pour la population, de créer des emplois. Le reste des signatures, c'est une bonne chose, mais ça peut être juste du papier. La stratégie ensuite, elle est assez claire. On a déterminé une route bien précise en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. On s'est décentralisé, alors qu'avant on s'était centralisé sur une ville où on développait à partir du Cap pour l'ensemble de l'Afrique. Là c'est l'opposé. On a une personne au Cap, on a une personne en Europe, on a une personne à Dubaï pour justement couvrir l'ensemble du continent. Et l'objectif, on est un groupe qui a 1500 hôtels dans le monde et l'objectif est véritablement focus sur les business hôtels avec des destinations resort. Donc, accélérer notre présence dans les capitales, telles que récemment on a repris le Radisson Blu Conakry. Donc on focus sur des conversions, vu qu'on sait que les ouvertures ou les constructions d'hôtels peuvent durer de 3-4 ans à plus, voire 8 ans parfois. Un véritable focus sur les conversions. Le Covid a permis véritablement d'accélérer le segment resort, où des destinations telles que Sali et Assigny étaient véritablement présentes, mais pas avec ce niveau de performance, parce qu'au bout du compte, les populations locales utilisaient mais peu, alors qu'aujourd'hui, c'est véritablement des destinations qui sont, en expansion. L'autre segment que l'on regarde et sur lequel on travaille activement, c'est bien évidemment les apartments. Donc on a une marque dédiée qui s'appelle Radisson Apartments qui travaille sur ça. Donc c'est du business hotel, du resort et de l'appart hôtel et bien évidemment du mixed use sur l'ensemble de nos marques. Mais notre objectif, au bout du compte, et je pense que l'élément clé de tout ça est de travailler avec des partenaires sur le long terme, qui ont la même vision, de travailler avec des standards internationaux et une dynamique de long terme. Et je pense que ça, c'est l'élément clé. Ensuite, le produit, la localisation sont des éléments que l'on travaille avec les études et l'ensemble des partenaires techniques. Merci de m'avoir écouté. Mon français est exhausté. Excusez-moi, je continue en anglais, pardon.
I think we will continue to see development in focusing on business travelers. We're looking at going into gateway cities first, and then using that as anchors for further development in secondary markets. So that's going to continue to be the primary focus. We'll see more premium brands, more luxury brands, but we'll also see the growth of more mid-scale, upper mid-scale, upscale brands as well, especially as we go into secondary locations, into tertiary locations as well, especially as we also try to mix a little bit of business and leisure, going into locations that are mostly frequented by local demand or regional demand at the most. So we're growing in the major cities and we're continuing to expand there. We've had some recent growth in Dakar. We're going to open in Cape Verde soon. We're going to open a couple new properties in Accra soon. So that's going to be the anchor of our growth. But I think there's also a growing market that's driven by creative industries, by digital, the tech industries, by diaspora interest in African markets as well, whether it's because they're from the market or they want to create a connection to the market. And we're going to see that also, have an impact and influence how we're developing as well. And so I'm excited about that because that gives us the opportunity to create diversified products, right? And it's not just going to be business hotels. It's going to be more lifestyle hotels. It's going to be more hotels that are focused on the leisure markets. And that's where I see, the new growth coming from. So we're looking forward to that as well. Thank you. Merci beaucoup. Pour traduire rapidement ce que Dami a dit, parce qu'elle a dit beaucoup, en gros, ils vont se focaliser. Allô? Ils se focalisent principalement sur les villes avec une économie plus importante, les villes principales des différentes destinations en Afrique de l'Ouest, mais également des villes de seconde zone. Ils ont des ouvertures bientôt sur le Sénégal et sur Accra. Également, elle pense que Marriott va se diversifier sur les types d'actifs qu'ils vont proposer à travers notamment les industries créatives, proposer des établissements qui sont plus lifestyle, qui sont plus également attirés sur du tourisme de loisirs. Et je pense que tu es très excitée par rapport à ça et que tu look forward to it. I guess. Merci à tous les quatre et je vous propose de faire la photo de famille et qu'on enchaîne. Merci. Merci.